Je présente aujourd'hui les 3 principes de base qui constituent l'épine dorsale de ce qui sera, dans mon administration, le cadre de la politique en matière de crypto-monnaie. Les voici. La liberté de coder, le droit à l'autonomie financière et la liberté d'innover sans excès de réglementation. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Vivek Ramaswamy, candidat à l'investiture républicaine pour les élections présidentielles américaines. La nomination du candidat républicain sera effectuée à la Convention nationale du Parti républicain entre le 15 et le 18 juillet 2024. L'élection présidentielle, quant à elle, se tiendra le 5 novembre. Vivek Ramaswamy détonne des autres candidats à l'investiture républicaine, de par sa jeunesse, son expérience sur les marchés de la biotechnologie et aussi en raison de ses capacités oratoires. Le sujet du Bitcoin et de la crypto en général font leur chemin dans l'esprit des électeurs et deviennent progressivement une question partisane, ce qui est une bonne chose. Les États-Unis étant toujours en avance sur nous, il est probable que le Bitcoin et la crypto soient aussi un sujet de débat en France, lors des prochaines élections présidentielles de 2027, aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui. Pour en revenir aux États-Unis, la position du Parti démocrate sur la question est claire. Ils veulent contrôler le marché et, si ce n'est pas possible, l'étouffer complètement, dans le cadre de l'opération officieuse Choke Point 2.0. En français, opération goulot d'étranglement 2.0. La sénatrice Elizabeth Warren et le président de la SEC Gary Gensler jouent un rôle important dans cette attaque coordonnée, indirecte et déloyale du secteur crypto. Celle-ci consiste à nuire aux entreprises crypto en utilisant tous les moyens détournés possibles, par exemple en faisant pression sur les banques qui hébergent leurs fonds en fiat, en diffamant le secteur et en le forçant à se soumettre à des régulations innombrables et peu claires. Le Parti républicain en général hésite encore sur la question de soutenir le secteur crypto, et la plupart des candidats évitent pour l'instant de se mouiller sur le sujet, à l'exception notable de Vivek Ramaswamy. Grand critique de l'ESG, sur lequel il a publié un livre intitulé Woke et compagnie, à l'intérieur de l'arnaque américaine de la justice sociale, Vivek est aussi un ardent défenseur de l'industrie crypto. Pour lui, l'innovation dans le secteur est profondément américaine, et il n'hésite pas à faire le lien entre les entrepreneurs crypto et les pères fondateurs des États-Unis. Selon lui, ces derniers partagent les mêmes idéaux de créativité, de liberté individuelle, de responsabilité et de propriété privée. Dans cette intervention, issue du Texas Blockchain Council de novembre 2023, le candidat présente les 3 piliers principaux de sa politique crypto et invite les autres politiciens à s'en inspirer. Sans plus attendre, voici l'intervention de Vivek Ramaswamy. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions en commentaire. Bonne écoute. La présentation d'aujourd'hui est le fruit de mois de préparation. Comme nous vous l'avions annoncé par le passé, le moment est venu de vous dévoiler les principaux piliers autour desquels ma politique en matière de crypto-monnaie va s'articuler. Notre équipe a travaillé dur pour respecter cet engagement que nous avons pris envers vous il y a quelques mois. Nous avons créé un cadre permettant au prochain président des États-Unis de véritablement libérer et briser les chaînes d'un secteur qui a le potentiel d'être un domaine dans lequel les États-Unis ont un rôle de leader, et non pas un rôle de retardataire et de censeur. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, et nous devons prendre une décision. Dans ce contexte, j'aimerais vous partager une de mes expériences. J'ai eu l'occasion de parler à des décideurs politiques et à des membres de l'industrie crypto pour éclairer ma vision. Ces discussions m'ont amené à m'interroger. L'hostilité envers les crypto-monnaies et la finance décentralisée est-elle causée par un manque de connaissances des législateurs de Washington DC ? C'est indubitablement partiellement le cas. En tant qu'entrepreneur de carrière, et non pas politicien, je me suis rendu compte instinctivement de ce qui se tramait. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mon hypothèse de départ d'un déficit de compréhension ralentissant le secteur était fausse. Le danger fondamental auquel nous sommes confrontés vient de ceux qui comprennent le secteur crypto et qui y sont opposés car son existence constitue une menace pour le status quo actuel à Washington DC. Le test que j'utilise pour déterminer si une politique doit être déployée ou non est le suivant. Je me demande si elle rendrait nos pères fondateurs fiers ou au contraire si elle les consternerait. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une opération goulot d'étranglement visant à étouffer les crypto-monnaies et les alternatives au dollar, et à les faire disparaître des États-Unis. Si nos pères fondateurs savaient ce qui se passe en ce moment, ils se retourneraient dans leur tombe. Et c'est pourquoi je vais vous présenter une meilleure voie.
D'abord, il me faut évoquer un premier problème. Les gens que nous élisons ne sont pas ceux qui dirigent réellement notre gouvernement. Un second problème a trait à la vision de nos pères fondateurs. Ils ont inscrit dans la Constitution un principe selon lequel le pouvoir, dans la mesure du possible, doit être décentralisé et détaché du gouvernement fédéral. Ce principe est codifié dans le 10e amendement de la Constitution des États-Unis. La plupart des réglementations qui affectent aujourd'hui le secteur crypto viennent non pas du Congrès, mais de la porte dérobée des agences à 3 lettres, comme la SEC. Celles-ci mettent subrepticement en œuvre une réglementation qui n'a jamais été acceptée par la grande porte du Congrès, comme le demande la Constitution. Le cadre politique que je m'apprête à vous présenter se situe dans l'ombre d'un événement très important qui s'est produit l'année dernière et qu'il est très important que vous compreniez. Il faut parfois sortir du domaine restreint de la crypto pour comprendre ce qui doit être fait et pour y revenir. C'est une décision de la Cour suprême appelée West Virginia versus EPA, et c'est sans doute la jurisprudence la plus importante de notre vie. Elle va affecter l'avenir du secteur crypto. Cette décision dispose que certaines réglementations mises en œuvre par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, sont inconstitutionnelles, parce que le Congrès n'a jamais donné à cette agence l'autorité pour prendre de telles mesures. Selon la Cour suprême, une décision qui pourrait avoir un impact de $2000 par personne est d'un niveau d'importance tel qu'elle doit être soumise au Congrès. Si vous comprenez là où je veux en venir, cela signifie que la plupart des réglementations, voire même la totalité des décisions qui classifient à tort les crypto-monnaies dans les securities, dans les titres financiers, sont inconstitutionnelles. En outre, toutes les décisions de la SEC qui sont utilisées pour décider si un secteur spécifique relève de sa compétence sont inconstitutionnelles pour les mêmes raisons. C'est dans ce contexte que je présente aujourd'hui les 3 principes de base qui constituent l'épine dorsale de ce qui sera, dans mon administration, le cadre de la politique en matière de crypto-monnaie. Ces principes pourraient aussi, je crois, constituer l'épine dorsale de ce que le Congrès et les futurs présidents envisagent lorsqu'ils abordent le secteur. Les voici: la liberté de coder, le droit à l'autonomie financière et la liberté d'innover sans excès de réglementation. Nous allons parler de chacun de ces principes tour à tour, pour être le plus précis possible. Plus tôt cette année, j'ai expliqué pourquoi je crois en la vision fondatrice de Thomas Jefferson, qui serait probablement un pionnier de la crypto-monnaie s'il était vivant aujourd'hui. Il avait 33 ans lorsqu'il a signé la déclaration d'indépendance, et d'ailleurs, il était lui-même inventeur. Cela peut vous donner une idée de l'état d'esprit de nos pères fondateurs. Bref, le premier principe est la liberté de coder. Pour moi, le code est une forme d'expression, et est donc protégé par le premier amendement qui défend la liberté d'expression. Une telle règle rendrait impossible le procès intenté aux développeurs de Tornado Cash. Au-delà du fait de savoir si cette application a été utilisée pour commettre des fraudes ou non, il faut établir que l'usage qui en est fait n'est pas de la responsabilité des développeurs. Ceux qu'il faut poursuivre, ce sont les fraudeurs qui enfreignent les lois en vigueur. Le vol est illégal aujourd'hui, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une clé USB qui contient des mots de passe ou d'une voiture. On a donc déjà un régime légal qui s'applique. L'inconstitutionnalité de la situation actuelle tient au fait que le gouvernement déclare que certains types d'expressions, comme l'expression sous forme de code informatique, sont soumis à des règles distinctes. Je mettrai un terme à cela. Nous reconnaîtrons que le code est une forme d'expression à part entière, ce qui lui garantira un niveau constitutionnel de protection. Cela étant dit, cela ne nous empêcherait pas de poursuivre quelqu'un qui a volé l'actif de quelqu'un d'autre, peu importe qu'il soit numérique ou non, car le vol viole les lois en vigueur qui protègent le droit de propriété. Mais transformer l'écriture de code informatique, quelle qu'en soit la forme, en crime, c'est une violation de la Constitution. Ce principe de la liberté de coder fait du code une forme d'expression et c'est un principe fondamental pour l'avenir du secteur crypto, et un principe qui, je pense, empêche le gouvernement de se mêler de vos affaires. Deuxième principe, le droit à l'autonomie financière. Il découle de la vision de Jackson et Jefferson sur laquelle ce pays a été fondé. Pensez aux mesures KYC de connaissance client et aux mesures AML contre le blanchiment d'argent. Elles viennent de la loi sur le secret bancaire, qui est à mon avis inconstitutionnelle. Elle est inconstitutionnelle car elle contient de nombreux éléments provenant de ce qu'on appelle la doctrine de la tierce partie. Si je suis élu et que je prête serment de défendre la Constitution, nous refuserons d'appliquer les réglementations qui découlent de cette doctrine. Celle-ci a été adoptée à la suite du Patriot Act, après le 11 septembre 2001. Selon cette doctrine, si vos données passent par un tiers, vous renoncez automatiquement à tous les droits sur vos propres données et sur votre propre vie privée. Plusieurs lois ont été basées sur cette vision.
Elle a été utilisée pour faire des écoutes téléphoniques, en les justifiant par le fait que si j'utilise un téléphone pour avoir une conversation avec vous, cet appel est rendu possible par un opérateur de téléphonie. L'existence de cet intermédiaire donne au gouvernement le droit d'écouter notre conversation même sans avoir obtenu de mandat, dans certaines conditions. C'est une perversion de notre Constitution, car passer un appel ne revient pas à donner accès à nos données à un tiers. Récemment, au cours des dernières années, la Cour suprême a commencé à remettre en question cette doctrine. Si elle était abandonnée, le gouvernement perdrait aussi le moyen qu'ils utilisent pour faire fonctionner leur réglementation anti-blanchiment d'argent et les exigences de connaissance client qui étouffent petit à petit le secteur crypto. Je considère donc que la loi sur le secret bancaire et bon nombre des lois dites anti-blanchiment d'argent numérique qui sont actuellement adoptées par le Congrès sont fondamentalement inconstitutionnelles pour la raison que je viens de vous présenter. Lorsque je prêterai serment à la Constitution, toute mesure réglementaire prise sur la base de la doctrine de la tierce partie sera déclarée non conforme à la Constitution. Soyons encore plus spécifiques. Toute réglementation qui touche les wallets crypto auto-hébergés prendra fin lors de mon mandat, car je pense que le fait d'avoir son propre wallet est une condition fondamentale de l'autonomie financière. Si les régulateurs disent qu'il est de leur ressort de décider qui peut avoir un wallet auto-hébergé, ou qu'ils forcent les utilisateurs à identifier leur wallet avec leur identité, non seulement cela remet en cause l'idée même de crypto-monnaie, mais en plus, c'est une violation fondamentale de la Constitution elle-même. Je ne viens pas du monde de la crypto. Je suis un entrepreneur en biotechnologie et j'ai créé des entreprises dans d'autres secteurs. Mais ce qui me fascine, c'est de constater que la base juridique qui est utilisée pour étouffer l'existence de la crypto est exactement la même que celle qui est utilisée pour étouffer nos autres droits constitutionnels. Ce sont les mêmes doctrines non conformes à la Constitution qui ont permis au gouvernement d'écouter les conversations au lendemain du 11 septembre, après la ratification du Patriot Act, et qui sont utilisées au nom de la lutte contre le blanchiment d'argent pour pouvoir violer le droit à la confidentialité de personnes qui souhaitent échanger en privé, ou même celui de ceux qui choisissent d'héberger leurs ressources financières de la manière qui leur plaît. Thomas Jefferson, James Madison et John Jay nous soutiendraient s'ils étaient en vie aujourd'hui. Je pense qu'il est très important de se demander, quand on prend une décision politique, ce que les pères fondateurs en auraient pensé. Et cela m'amène à mon troisième principe, celui de la liberté d'innover sans excès de réglementation. C'est là que je reviens à la décision West Virginia versus EPA. Dès le début de mon mandat en tant que président, j'annulerai toute réglementation inconstitutionnelle qui échoue au test élaboré par la Cour suprême dans cette décision. Pour être clair, cela inclura la plupart, sinon la totalité, des réglementations de la SEC applicables à la crypto, car le Congrès ne leur a jamais dévolu le pouvoir de statuer ainsi. Les personnes que nous élisons pour diriger le pays sont censées être celles qui le dirigent vraiment. Pour vous parler sans langue de bois, je dois vous dire que si une majorité de personnes aux États-Unis se présentent aux urnes et votent pour des membres du Congrès et des sénateurs qui disent vouloir interdire l'existence des crypto-monnaies aux États-Unis, je voterai contre, je serai en désaccord avec ce choix, mais en tant que membre d'une nation qui prend des décisions légales, je serai contraint de me plier à la loi si elle est votée. Et je ne pense pas que ça arrivera, car aujourd'hui, 20 à 25% des gens effectuent déjà des transactions en crypto-monnaie. Les Américains sont naturellement un peuple qui chérit la liberté. Et c'est pourquoi nous ne serons jamais en faveur de ce genre de restrictions. Et c'est parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient jamais faire voter la mise en place de telles contraintes juridiques par la grande porte du Congrès que les Gary Gensler du monde entier les mettent en place par la porte dérobée. Évidemment, ils font ça sans aucune responsabilité politique. L'affaire West Virginia versus EPA est un cadeau que nous a offert la Cour suprême l'année dernière. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un président qui comprend la portée de ce don, et pas d'un énième candidat qui vous sert des platitudes testées par sondage et qui est à la solde de la même engeance de managers et de dirigeants qui veut que vous vous teniez tranquille et que vous vous taisiez. Vous ne voulez pas d'un autre président manipulé, mais d'une personne qui comprend la boîte à outils dont nous disposons et qui défend la Constitution sur laquelle il a prêté serment. Un président qui déclare que les décisions de tout organe administratif qui échoue au test Virginia versus EPA sont nulles et non avenues. À partir du premier jour, le 20 janvier 2025, je demanderai à toutes les agences de cesser d'appliquer toute réglementation qui ne passe pas ce test. Et si cela signifie que la division chargée de l'application des décisions de la SEC n'a plus beaucoup de travail à faire, ce n'est pas grave. Ils n'auront qu'à rentrer chez eux et trouver un métier honnête dans le privé. Cela fait aussi partie du problème. Beaucoup de personnes font un travail qui ne devrait même pas exister. Et donc, ils trouvent des choses à faire et à réguler. C'est pour ça que je défends une réduction de 75% du nombre de bureaucrates fédéraux dès la première année. Nous nous y mettrons dès le premier jour de mon mandat.
c'est une manière de restaurer l'honnêteté et la responsabilité d'un gouvernement astreint aux lois adoptées dans le cadre du processus démocratique. C'est l'opposé du gouvernement fantôme que nous avons aujourd'hui, qui agit par le biais de régulations passées subrepticement sans aucune responsabilité politique. Celles-ci ont des effets au-delà du secteur crypto, puisqu'elles touchent le secteur de l'énergie, de la recherche médicale et bien d'autres. Concrètement, ces régulations entravent l'innovation aux États-Unis. C'est pour remédier à cela que je vous propose d'adopter la liberté de coder, le droit à l'autonomie financière et la liberté d'innover sans excès de réglementation comme principe de base à un encadrement politique du secteur crypto. Je pense que vous méritez une telle politique, non pas en tant que membre du secteur crypto, mais en tant qu'Américain. Nous avons hérité d'un état d'esprit de pionniers, d'explorateurs, de personnes courageuses qui ne permettent pas qu'on leur dise ce qui peut et ce qui ne peut pas être fait. Nous devons chérir et restaurer cet état d'esprit américain fondateur dans notre pays. L'une des choses sur lesquelles il est basé et qui nous unit en tant que peuple, c'est notre quête commune de l'excellence et du mérite en Amérique. Le mérite, c'est l'idée selon laquelle qui que vous soyez, vous avez des dons uniques donnés par Dieu et que l'Amérique est le pays qui vous permet d'atteindre le maximum de ce potentiel donné par le Créateur, sans que personne, aucun système et aucun gouvernement ne vous fasse obstacle. C'est l'esprit fondateur de ce pays, et c'est ce qui nous unit en tant qu'Américains, en dépit de nos différences de couleur de peau, de nuances de mélanine, de notre genre ou de nos préférences sexuelles. Nous parlons aujourd'hui de quelque chose de plus profond que la simple défense de nos libertés. Nous parlons de raviver notre identité nationale elle-même. Aujourd'hui, notre culture de l'excellence a franchi les océans et s'en va vers d'autres pays. Et si nous ne faisons rien, c'est là-bas que s'écrira l'avenir du secteur crypto. L'esprit américain a su se répandre pour élever d'autres parties du monde, tandis que nous sommes affligés par le retour d'un esprit victimaire qui nous nuit. Beaucoup d'entre nous, dont moi-même, nous sommes ralliés au cri de « Make America Great Again » pour rendre à l'Amérique sa grandeur. En faisant cela, nous exprimions plus qu'un simple intérêt pour un président. Nous exprimions notre envie de recommencer à poursuivre l'excellence. C'est ce que signifie être américain. Vous l'incarnez tous dans le travail que vous faites tous les jours. Thomas Jefferson, comme je vous l'ai dit, était aussi un inventeur à qui l'on doit la chaise pivotante. Benjamin Franklin, qui a également signé la Déclaration d'indépendance, a inventé un remède contre le rhume, les lunettes à double foyer et le poêle Franklin qu'on utilise encore aujourd'hui. Nos pères fondateurs étaient donc aussi des inventeurs, ce qui m'amène à vous dire ceci. Si nous voulons être sauvés, nous ne le serons pas simplement par quelqu'un qui parle depuis la Maison Blanche comme un messie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si nous voulons être sauvés, nous devons le faire nous-mêmes. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que je vous demande de me faire rentrer à la Maison Blanche. Mais en réalité, je vous demande bien plus que cela. Et je ne vais pas vous laisser vous en tirer aussi facilement. Je vais faire mon travail pour m'assurer que le gouvernement vous laisse tranquille, afin que vous puissiez incarner les pères fondateurs dans l'ère moderne et que vous puissiez continuer d'innover de multiples manières, comme vous savez le faire. C'est votre travail de continuer à faire ce que vous faites le mieux, et d'une manière qui garantit que les meilleurs jours de notre nation sont encore devant nous, ce qui est une chose dans laquelle je crois. Merci à tous d'être venus, et sachez que ce n'est que le début.